Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour vos JT du week-end. Nous sommes le vendredi 17 octobre, voici nos titres. 3 mois après, où en sont les travaux du lycée Albert Ier sur le Rocher? Ils doivent durer toute l'année scolaire. Nous plongeons ce soir en immersion dans les locaux pour faire un premier point sur l'avancement. La santé mentale est un sujet encore difficile à aborder en société, mais certaines initiatives tentent de changer les choses. C'est le cas de l'association d'Amorepsy Monaco qui vient d'organiser ses 7e rencontres de la santé mentale. Nous y étions. Dans ce journal également, nous vous proposerons un zoom sur les projets de travaux en copropriété à Monaco. Lorsqu'arrivent les assemblées générales, c'est souvent là que ça coince. L'avocate et spécialiste du sujet, Sophie Marquet, nous livrera tous ses conseils. Et puis dans une large page culture, nous finirons avec une nouvelle pièce proposée cette semaine par le Théâtre des Muses. Et si c'était elle, inspirée d'une histoire vraie, le jour où un homme a découvert un peu tard que la femme qu'il venait de rencontrer était en situation de handicap. Prenons la direction du lycée Albert Ier sur le Rocher. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est actuellement en travaux. Les rénovations vont durer une année scolaire entière, ce qui contraint les élèves à emprunter provisoirement les locaux de l'ancien collège Charles III à l'Annonciade. 3 mois après, voici un premier bilan d'étape avec Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Cet établissement de 6600 mètres carrés est un ancien couvent construit à partir de 1661. Il est devenu le lycée Albert Ier en 1910. Et bien après de gros travaux en 1960 pour un rehaussement, ce lycée avait besoin de rénovation, notamment en termes d'isolation. Nous faisons une rénovation générale et particulièrement une rénovation thermique du bâtiment. C'est-à-dire que nous enlevons les chaudières gaz pour mettre des pompes à chaleur. Nous installons la double flue dans toutes les salles de classe et nous isolons thermiquement toute l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire toiture, murs, y compris le remplacement de toutes les menuiseries extérieures. On a commencé par démolir toute la terrasse toiture, qui était le plus gros chantier qui nous prend le plus de temps, réaliser tous les percements dans tous les murs pour faire passer tous les réseaux. Et maintenant, c'est en cours on avance étage par étage pour faire passer tous les réseaux de clim, etc. Et on a aussi les façades qui avancent, pareil, en phasage. 274 fenêtres sont en train d'être remplacées, ce qui donnera une bien meilleure isolation. La consommation de chauffage devrait être divisée par 12, ce qui devrait faire une économie d'environ 35 000 € par an. Ça sera un gain en CO2 également. La quantité de gaz à effet de serre produite va passer de 75 tonnes par an à 14 tonnes après travaux. De plus, 158 mètres carrés de panneaux photovoltaïques vont être rajoutés. Rénovation énergétique, mais pas que. Lorsque la décision a été prise de vider le bâtiment pendant une année scolaire, on a élargi le périmètre des travaux. Donc on va rénover par exemple le self, on va rénover le CDI, on va rénover le secrétariat, on va essayer d'améliorer un petit peu partout le confort des usagers. Et notamment aussi, on va rajouter des cloisons acoustiques entre salles de classe, qui va améliorer donc l'acoustique dans les salles de classe. On va remplacer les éclairages et refaire toute une mise en peinture générale. Des travaux particuliers dans ce bâtiment, un véritable patrimoine de la principauté qui a plus de 350 ans. On fait très attention à bien conserver tout ce qu'on peut découvrir, que ce soit les charpents de bois, que ce soit les murs en pierre. La façade historique, côté musée aussi, on a fait le choix de ne pas faire d'ITE, donc d'isolation thermique par l'extérieur pour conserver la façade. On va faire de l'isolation thermique par l'intérieur. Les travaux ont débuté début juillet, au lendemain des dernières épreuves du bac, et les élèves devraient reprendre possession de leur établissement emblématique à la prochaine rentrée scolaire. Voilà, et puis cet après-midi, le ministre d'État Christophe Mirmand s'est rendu dans l'ancien collège Charles III, où se trouvent en attendant les élèves, comme je vous le disais, accueillis entre autres par le directeur de l'Éducation nationale Jean-Philippe Vinci et le proviseur du lycée Albert Ier, Laure Bottaro. Le ministre a pu y rencontrer les professeurs et découvrir les aménagements ainsi que les projets pédagogiques de l'année pour les différents niveaux, tels que la préparation des olympiades de mathématiques et chimie ou encore la préparation des certifications en langue. La Maison Chanel et le Centre scientifique de Monaco viennent de renouveler le partenariat qu'ils nouaient depuis 2019, une collaboration qui permet de soutenir la recherche sur le corail rouge, cher au CSM depuis les années 90. Pour Chanel, c'est un nouveau témoignage de son engagement fort en faveur de la biodiversité marine et de la science. Je vous propose d'écouter Frédéric Grangier, le président de Chanel Horlogerie et Joaillerie, au micro de Christinda Petit-Homel. Le corail rouge, qui est une espèce endémique de la Méditerranée, extrêmement utilisée évidemment en joaillerie et qui est une espèce également en danger. Donc nous nous sommes rapprochés, nous avons décidé d'avoir cette première phase de 6 ans qui était vraiment de la recherche fondamentale. Nous sommes maintenant entrés dans la recherche appliquée
avec notamment des 6 grottes immergées ici juste au large du solarium, avec plein de petites pousses, et qui, j'espère, nous permettront à l'avenir non seulement d'en savoir plus, mais de préserver davantage le corail rouge, et qui sait, de pouvoir le développer de cette manière-là. Je pense que pour nous, c'était essentiel de développer ce projet hors toute considération commerciale ou de développement de produits. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Un jour, notre bureau de création aura peut-être l'idée d'en faire, mais pour l'instant, nous nous consacrons vraiment à cet aspect essentiel de recherche avec le Centre scientifique de Monaco, et puis on verra dans les années qui viennent. Ça s'inscrit bien sûr au-delà du corail rouge dans une préservation de l'environnement et de la nature, avec un objectif net zéro à 2040, donc ambitieux, mais nous sommes sur des rails pour l'obtenir. Et puis, puisque nous parlons de corail rouge, c'est évidemment en lien avec la joaillerie généralement. Et en ce qui concerne la joaillerie, nous utilisons aujourd'hui plus de 90% d'or recyclé, ce qui fait partie de notre démarche et ce qui, je pense, contribue aussi à un monde meilleur. C'est un sujet encore tabou dans nos sociétés, mais qui tente à revenir dans le débat. La santé mentale, exemple avec l'association d'Amorepsi Monaco, qui œuvre depuis 2008 pour libérer la parole et informer, notamment à travers les rencontres de la santé mentale. L'événement était de retour hier à l'auditorium Régnier 3 pour une 7e édition. Voyez ce reportage réalisé avec Bastien Zunino. 298 millions de personnes souffrent aujourd'hui de dépression dans le monde. C'est considérable, mais le sujet reste marginalisé. C'est pourquoi l'association d'Amorepsi Monaco s'en est emparée à travers des opérations de sensibilisation dans les entreprises et ces rencontres de la santé mentale. Nous avons mis en place surtout des ateliers de sensibilisation à la santé mentale. J'y tiens parce que nous sommes secouristes en santé mentale et sentinelles en cas de crise suicidaire. Et nous avons le devoir, en tant qu'association, de faire cette promotion des ateliers de sensibilisation de la santé mentale. Pourquoi son voisin ne va pas bien? Comment ça se fait qu'un membre de la famille a décroché? Tout ça, on essaie de répondre à leurs questions. Avant de soigner la santé mentale, il faut la comprendre. C'est ce que proposent ici les ateliers dits d'intelligence collective qui passent par le dialogue et l'écriture. Les organisations, les entreprises, les collectivités ont du mal à aborder le sujet en leur sein. Et finalement, quand les mots n'entrent pas, eh bien, le sujet reste impensé. Donc là, l'idée, c'est tout simplement d'acculturer, de banaliser au sens positif du terme, de faire en sorte que ce soit un sujet plus facile à aborder. À l'extérieur de l'auditorium Régnier 3, un autre genre d'atelier participatif suggère cette fois de matérialiser les bons messages à travers l'art. Et c'est justement un artiste qui se charge de montrer l'exemple. Aujourd'hui, on a mis à disposition une multitude de bombes de couleurs, d'accord, pour que vous puissiez réaliser une œuvre. J'ai créé une multitude de pochoirs en fonction des mots-clés qui m'ont été communiqués. Et chaque personne va réaliser sa propre œuvre et de ces œuvres-là naîtra une œuvre collective qui représentera mon illustration de l'aide pour la santé mentale. L'idée, c'était aussi de venir apporter une touche artistique en même temps pour lever les tabous et pour parler de cette cause qui est importante puisque de plus en plus de gens sont touchés et en fait, il ne faut pas le cacher, il faut le mettre au grand jour pour qu'on puisse être d'autant plus conscient de cette problématique qui touche de plus en plus de personnes. Et le message est bien passé, chacun y va de son propre mot, celui qui lui tient à cœur, pour matérialiser ce qu'évoque pour lui la santé mentale. Voilà, c'est sur la famille, c'est ce qui me représente en fait, moi, la famille. C'est pour ça et je vais continuer et je vais le compléter. Pourquoi ça vous inspire sur le thème de la santé mentale? Parce que pour moi, la santé mentale passe aussi avec des gens autour de soi et pour moi, surtout la famille qui aide toutes ces personnes qui ont besoin d'être entourées. J'ai fait espoir pour l'instant avec un fond bleu dégradé. Et orange et rouge et rose dégradés aussi. Je souffre moi aussi de problèmes de santé, donc c'est vrai que ce qu'on demande souvent au docteur et qui ne nous donne pas toujours, c'est l'espoir. Et donc l'espoir, c'est vraiment important. Les cas de dépression ne font qu'augmenter, jusqu'à 70% depuis 2015 chez les 18-25 ans. Et pourtant, le sujet reste tabou. Les causes sont diverses, mais le meilleur moyen d'y remédier est d'en parler. D'où l'utilité des actions de sensibilisation comme celle-ci, complétées également de tables rondes et d'une conférence avec des spécialistes.
Je crois que la première chose, c'est de déstigmatiser, parce que pour la majorité des gens, comme je le disais tout à l'heure, c'est galvaudé, tout le monde est bipolaire entre guillemets, tout le monde est dépressif parce qu'il a des problèmes dans sa vie, alors que pas forcément. La dépression peut être déclenchée par des problèmes environnementaux et des stress personnels ou professionnels, mais peut aussi arriver comme ça, par un cerveau qui est prédisposé génétiquement à avoir un arrêt à un moment donné. Donc oui, c'est en faisant des opérations comme ça, en la banalisant, en expliquant, en montrant aux gens les données aujourd'hui, qu'on peut peut-être arriver à mieux la traiter. Si vous avez besoin d'aide ou de renseignements, n'hésitez pas à contacter l'association d'Amorepsie Monaco au numéro qui s'affiche ou à vous rendre au GEM, le lieu d'accueil de jour non médicalisé, au 3 avenue Pasteur. Nous vous proposons maintenant un zoom spécial sur les travaux en copropriété à Monaco. Lorsque se préparent les assemblées générales, c'est souvent à ce moment que certains résidents en profitent pour soumettre des projets au syndicat des copropriétaires qui doit alors donner son accord. Ce n'est pas chose facile, il faut anticiper et bien se préparer. Pour y voir plus clair sur le sujet, entrons dans le monde juridique avec Sophie Marquet. Bonsoir. Bonsoir Théo. Merci de votre présence sur Monaco Info. Vous êtes avocate associée et l'une des fondatrices du cabinet CMS Monaco. Vous êtes spécialisée en droit social, droit de l'immobilier et de la construction. D'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, à quoi ressemble une assemblée générale lorsqu'on soumet un projet de travaux ? Eh bien, l'Assemblée générale, c'est la communauté des copropriétaires à laquelle on va présenter le projet que l'on souhaite voir aboutir. Et donc, c'est d'abord des règles formelles de convocation de cette Assemblée à laquelle on a proposé un ordre du jour, on a proposé son projet de travaux. Et ensuite, on va donc essayer de recueillir l'assentiment de la copropriété sur ce projet. Donc il y a forcément une préparation qui doit être faite pour s'assurer que la copropriété adhère au projet qui va être soumis. Alors, vous venez de le dire, avant de proposer un projet, il faut bien se préparer en amont de l'Assemblée. D'abord en identifiant le genre de travaux, il y en a plusieurs. Quels sont-ils et est-ce qu'ils sont tous recevables en Assemblée? Parce que, bien sûr, il y a des travaux d'entretien, c'est pas la même chose que des travaux d'agrandissement ou d'embellissement, par exemple. Il y a les nuisances, les allées et venues. Alors bien sûr, quand on parle de travaux qui sont soumis à l'Assemblée générale de la copropriété, ce sont les travaux qui vont impacter les parties communes ou bien l'aspect extérieur de l'immeuble, puisque les travaux qui sont faits en partie privative et qui n'impacteraient pas la copropriété ne seraient pas soumis à l'Assemblée générale. Et alors sur ces travaux-là, d'entretien d'un lot privé ou d'amélioration ou d'extension d'un lot privé qui vont porter pour partie sur les parties communes, effectivement, il faut le soumettre à l'accord de l'Assemblée générale puisque il y a les parties communes qui appartiennent, toutes les quotes-parts indivises appartiennent aux copropriétaires. Est-ce qu'il y a des règles particulières dans les votes de copropriété? Est-ce qu'il y a une majorité spécifique pour faire approuver un projet? On sait par exemple qu'il y a une différence entre petites et grandes copropriétés. Alors, les règles définies par la loi sont les mêmes dans toutes les copropriétés, avec quelques inflexions pour les petites copropriétés ou toutes petites, puisqu'on parle des copropriétés ayant seulement 2 copropriétaires, avec des règles facilitées les concernant. Mais autrement, pour toutes les autres copropriétés, on a effectivement des règles de majorité dites simples, donc la majorité des copropriétaires présents ou représentés, qui vont adopter certains travaux quand ils impactent les parties communes, par exemple. Il y a des règles de majorité qualifiée, donc c'est une double majorité qui va être exigée là, où on va demander à ce que la majorité des copropriétaires représentant les 2/3 des présents et représentés viennent approuver tous les travaux qui constituent des améliorations des parties communes, des surélévations quand elles sont menées par certains copropriétaires, ou bien même la modification du règlement de copropriété. Et enfin, il y a une dernière règle beaucoup plus exigeante, qui est la règle de l'unanimité, des copropriétaires présents représentant les 2/3 de vote de la copropriété pour les cas où les travaux sont menés par le syndic pour des surélévations ou bien pour céder des parties communes à des tiers ou à des copropriétaires, ou encore pour modifier la répartition des tantièmes puisque ça va modifier les charges de copropriété. C'est assez spécifique, il faut s'y retrouver. Alors, Sophie Marquet, il y a aussi une actualité aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Plus de 20 syndics de copropriété ont été épinglés
pour des pratiques clientélistes vis-à-vis de certains prestataires et tout ce qui en découle. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver à Monaco? Comment est-ce que tout cela est encadré chez nous? Alors, les dispositions de la loi sont très claires sur les obligations des syndics de copropriété, qui sont des acteurs professionnels. Il y a quelques copropriétés dans lesquelles il peut y avoir des syndics bénévoles. Pour autant, ils sont soumis aussi aux dispositions de la loi. Donc, le domaine professionnel est très encadré à Monaco. Et donc, si on ne peut pas exclure qu'il y ait des déviances, a priori, le législateur monégasque a prévu des dispositions qui encadrent clairement cette activité professionnelle et même bénévole, de sorte que les copropriétés soient protégées de toute déviance de syndic de copropriété. Dernière question, si un vote est défavorable, quelles sont les voies de recours possibles pour y faire appel ou pour débloquer une situation qui peut même virer au conflit? Alors, quand le vote de l'Assemblée générale est défavorable, il y a bien sûr une voie de recours devant le tribunal de première instance. Le copropriétaire qui ne s'est pas vu autorisé dans les travaux dont il a sollicité l'autorisation va pouvoir saisir le juge pour apprécier si le vote défavorable était conforme ou non conforme, et donc si la résolution qui a été adoptée doit être annulée ou non. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce thème. Merci beaucoup Sophie Marquet, avocate associée au cabinet CMS Monaco, d'avoir répondu à nos questions sur Monaco Info. Merci. Un mot du nouveau sous-comité cybermalveillance créé par ordonnance souveraine en juillet dernier. Il a tenu sa première réunion cet après-midi au ministère d'État en présence du directeur de l'Agence monégasque de sécurité numérique, Frédéric Fautrier, ou encore du directeur de la Sûreté publique, Émilie Moreau. Je rappelle que ce sous-comité a pour objectif de sensibiliser le grand public à la cybersécurité, anticiper les menaces et accompagner les particuliers, entreprises et associations, y compris les victimes d'incidents numériques. En football, l'AS Monaco ouvre une nouvelle page de son histoire. C'est avec son coach Sébastien Pocognoli, fraîchement débarqué il y a un peu plus d'une semaine, qu'elle s'apprête à rencontrer l'équipe d'Angers sur son terrain pour la 5e journée de Ligue 1. Et qui dit nouveau coach dit aussi nouvelle méthode, avec une nécessité de retrouver de la stabilité. Écoutez l'état d'esprit de l'entraîneur et de son défenseur central Thilo Kehrer en conférence de presse d'avant-match, recueillie par Lisa Fernandez-Martins et Julien Logier. Pour la première fois, Sébastien Pocognoli prendra place sur le banc monégasque. L'ancien international belge, connu pour son exigence et sa philosophie offensive, veut rapidement insuffler une nouvelle dynamique à un groupe encore en quête de constance, à la veille d'affronter une équipe d'Angers en difficulté. Tout d'abord, j'aimerais bien, et j'attends de mon équipe, qu'elle joue avec une bonne attitude sur le terrain, avec un esprit positif, conquérant, tout en ayant bien conscience que jouer à Angers est toujours un match difficile. J'espère qu'on pourra mettre un bloc équipe qui puisse donner le moins d'opportunités à l'adversaire et de mettre le moins possible notre défense et notre gardien en danger. Malgré sa très récente arrivée, l'ex-défenseur ne cache pas l'impatience qu'il a de voir son groupe disputer un match. Bien sûr que j'ai hâte. Je me sens bien sur un terrain. Je me sens bien sur un banc de touche, donc l'adrénaline du match, voilà, c'est le meilleur moment pour un coach, parce que c'est tout ce que tu travailles la semaine, que tu as envie de voir sur le terrain, que ce soit sur un court laps de temps ou sur un plus long laps de temps, la sensation est la même. Face à lui, l'Angesco, avant-dernier du championnat, tentera de renverser l'ASM, porté par la ferveur de ses ultras. Et les Monégasques le savent, aucun adversaire n'est à sous-estimer, comme l'a rappelé Thilo Kehrer. Même si, des fois sur le papier, on peut penser que Angers ils sont 17e et Monaco il doit gagner ce match, en réalité, c'est pas si facile et nous on le sait, c'est pour ça on veut bien se préparer et prendre ce match vraiment au sérieux. Le milieu de terrain allemand portera d'ailleurs le brassard ce week-end, un rôle qu'il endosse avec détermination, conscient de la responsabilité qu'il porte face aux Angevins dans ce moment charnière pour les Monégasques. Je sens un honneur d'être capitaine de cette équipe et ça me motive aussi de donner le maximum de moi-même et d'aider avec ma performance, avec ma personnalité, d'aider l'équipe de montrer une belle performance. Le rendez-vous est pris samedi, Angers-Monaco, premier test grandeur nature pour Sébastien Pocognoli et peut-être le début d'un nouveau souffle pour les Rouges et Blancs.
Voilà, coup d'envoi de cette rencontre ce samedi 21h à Angers. Un déplacement important pour l'AS Monaco FC puisque mercredi prochain, les hommes de Sébastien Pocognoli recevront à leur tour Tottenham au Stade Louis II en Ligue des Champions. Ouvrons une page culture à présent. Depuis plusieurs années, un concert est offert au profit de l'association Soupe de Nuit Monaco qui distribue des centaines de repas aux personnes dans le besoin à Nice et Menton. L'Orchestre Philharmonique a proposé un nouveau concert hier soir à l'Auditorium Régnier 3, dirigé par Philippe Binder avec François-René Duchâble au piano. José Sacré, Julien Laugier et Paul Gougassion y ont assisté. Extrait de l'Arlésienne de Bizet par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Philippe Binder. C'était jeudi 16 octobre à l'Auditorium Régnier 3, un concert caritatif au profit de l'association Soupe de Nuit Monaco. Le principe de Soupe de Nuit, c'est de donner à manger à des gens nécessiteux sur Nice et sur Menton. Donc on distribue le soir à 400 personnes. Alors 400 personnes au départ, elle a 30 ans, elle a plus de 30 ans cette association. Au début, c'était que des SDF, depuis la population a changé. Ce sont ce que les médias appellent les nouveaux pauvres. Bon, bien sûr, il y a des SDF, il y a des étudiants, il y a des gens nécessiteux, des femmes seules, des retraités, enfin vraiment une population très très variée. C'est une association qui ne sollicite aucune subvention, nous ne vivons que sur des dons et les frais de fonctionnement sont assurés par les bénévoles en payant une cotisation, par des vides-greniers, enfin etc. Des actions qui nous permettent de vivre comme ça sans aucune subvention. Après Bizet, Saint-Saëns et son trop rare concerto pour piano numéro 4 avec en soliste le toujours génial et généreux pianiste François-René Duchâble. C'est le seul soliste français, avec Christian Ferras quand même, qui a joué sous la direction de Karajan. Les gens le retrouvent avec plaisir parce qu'ici il est venu très souvent. Par exemple, ce concerto qu'on va jouer, il l'a joué il y a 30 ou 35 ans au concert du Palais sous la direction de Casatsu. Et c'est un concerto, le 4e de Saint-Saëns, qui est très rarement joué, parce qu'il est très difficile, et pour le pianiste et pour le chef. Ce concert caritatif de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Philippe Binder au profit de l'association Soupe de Nuit Monaco s'est achevé avec la Symphonia de Jeanne d'Arc de Verdi et l'ouverture de l'Italiana Alger de Rossini. C'est une association indispensable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quasiment indispensable. Quand on arrive le soir, il faut voir combien de sourires nous avons parce qu'ils nous voient arriver avec notre camion Soupe de Nuit pour les nourrir. Une idée d'exposition en ce moment à Monaco. Ça se passe dans les locaux du Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques. Elle s'appelle Je rêve. Il s'agit d'un ensemble d'œuvres proposées par deux artistes au style très différent, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Alban Gingembre et Camille Canoni. D'un côté, les peintures colorées et imaginaires d'Oleg, de l'autre, les portraits doux et réalistes de Christine, un contraste qui souligne le style de ces deux artistes. J'aime beaucoup la gamme assez contraste, assez fort, donc j'utilise les couleurs souvent ouvertes, mais j'essaie toujours de trouver une harmonie pour ne pas tomber non plus dans le, je dirais pas dans le kitsch, mais dans le, pas d'être trop décoratif, trop contrasté. Je reste quand même dans la tradition de la peinture classique de quelque façon. C'est mon coup de cœur, de faire des portraits. Parce que je m'intéresse aux gens, les expressions. J'ai vu cette personne dans un défilé de mode et je trouvais comme elle marchait, son allure, ça m'a beaucoup plu. J'ai pris plein de photos et j'ai fait ce tableau. Entre rêve et réalité, cette exposition nous rappelle que les artistes créent leurs œuvres de toutes pièces. Ces peintures sont encore visibles jusqu'au 19 octobre. Et si c'était elle, c'est le nom de cette pièce écrite par Franck Biro qui est jouée cette semaine au Théâtre des Muses. À la fois drôle, touchante et surprenante, elle s'inspire d'une histoire vraie, celle d'un homme qui découvre après coup que la femme qu'il vient de rencontrer est en situation de handicap. Les 5 représentations sont déjà quasiment complètes, une date supplémentaire est même proposée ce dimanche, preuve que cette histoire singulière trouve son public. Lisa Fernandez-Martins et Lionel Bernardi ont pu suivre les répétitions, regardez. S'il te plaît,
J'ai pas envie de passer ma vie dans un fauteuil roulant. Mais c'est pas toute ta vie, c'est juste le temps d'un déjeuner. Mais pourquoi on leur dit pas la vérité? La vérité? Quelle vérité tu veux leur dire, toi? Que t'es un mec suffisamment fragile pour passer un peu de temps avec moi, qu'en réalité t'en as rien à foutre, et dès que tu peux tu vas te barrer parce que tu préfères les jolies filles superficielles? C'est une histoire vraie, celle de Franck Buyrod, écrivain et témoin direct d'une rencontre inattendue, lui, une femme, un rendez-vous. Et ce détail qu'il n'avait pas vu venir, elle est en situation de handicap. De cette expérience personnelle, il a tiré une pièce. Un texte fort, sincère, parfois grinçant, qu'il a lui-même porté sur scène dans les premières versions, aux côtés d'une vraie comédienne handicapée. Aujourd'hui, une nouvelle troupe prend le relais. Pascal Ben David, le metteur en scène, s'empare du sujet sans détour. Mon métier, moi, c'est d'ouvrir les portes. Et d'ailleurs, je me suis ouvert les portes à moi aussi. J'avais moi-même mes propres préjugés sur le handicap. Je me suis dit, mais comment je réagirais, etc. Et j'ai appris beaucoup de choses en travaillant sur cette pièce et en travaillant notamment avec, au départ, une vraie handicapée qui nous a expliqué que... parce que les premières répliques sont très dures. On a des gens qui sont choqués au départ quand ils voient la pièce en disant mais c'est pas politiquement correct. Et la vraie handicapée nous a expliqué qu'on n'était même pas à 30% de la dureté de leur vie et des coups qui se reçoivent par les gens valides. Sur scène, Hugo incarne Franck, un personnage dur, maladroit, parfois brutal, mais en qui il s'est d'abord reconnu. Moi, c'est vrai que j'ai été sans appartement, j'ai été un peu comme ça, à droite, à gauche, pas très ancré dans la vie. Hein, bon, je suis comédien, mais ça va mieux, hein, d'ailleurs, depuis. Donc, il y avait quand même des similitudes avec Franck que j'ai utilisé. Ce qui était plus dur, c'était sa façon de parler. Il est assez dur, et là, je me disais, mais attends, je peux pas dire ça. C'est pas possible, je peux pas dire ça à cette fille. Donc là, j'ai dû travailler dessus. En face, Adèle s'est glissée dans la peau d'une femme en situation de handicap moteur. Un rôle délicat qu'elle a abordé avec prudence. J'ai eu peur au début. J'avais très peur parce que j'endossais une vraie responsabilité, quoi. Je voulais vraiment bien les représenter et pas faire n'importe quoi, ne serait-ce que vis-à-vis des gens, parce que des fois, je sors du fauteuil, donc il faut vraiment... Il y a toute une gestuelle à avoir, donc ça, j'avais travaillé avec une coach un peu, et aussi pendant une semaine chez moi, je m'étais forcée à tous les jours, pendant une demi-heure, j'avais pas le droit d'utiliser mes jambes, je le faisais toute seule chez moi, mais du coup pour vraiment me rendre compte ce que ça fait et à quel point effectivement c'est handicapant que de ne pas pouvoir utiliser ses jambes, mais vraiment réussir à me mettre à la place de cette personne et ressentir la vraie frustration en fait que ça peut créer. Alors c'est très simple, pour aller en avant, pousse en avant, pour aller en arrière, tu tires en arrière. Et si c'était elle, n'est pas seulement une pièce de théâtre, c'est une invitation à changer de regard, à dépasser les apparences. Un spectacle vivant, sincère, à découvrir jusqu'à la fin de semaine au Théâtre des Muses en Principauté. Ouais, c'est pas si compliqué en fait. Bah oui, c'est fait pour les handicapés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Sarah Nkari pour vos prévisions météo. Et juste après, je vous retrouve pour l'après-JT consacré ce vendredi au phénomène du car spotting à Monaco. Je vous laisse avec les images de l'ouverture de la foire attraction sur le port Hercule, capturée aujourd'hui par Manuel Vitali. Merci de nous avoir suivis. À tout de suite pour l'après-JT.